Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le jeudi 22 mai. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver encore ce matin. Merci d'être des nôtres. C'est jeudi, donc Alexandra Chatzka viendra nous présenter sa chronique sur l'actualité européenne et elle va nous parler du fait qu'en Europe, les attitudes ou l'attitude de Donald Trump commence à avoir ses effets sur plusieurs pays européens, qui veulent peut-être prendre leur distance ou mettre en place des réformes que ces gens-là souhaitaient depuis un certain temps et avec l'espèce de confrontation qui se dessine, mais il y a des choses qui s'accélèrent, nous dira Alexandra Chatzka. Vincent Maisonneuve est à mes côtés. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Ça s'est passé hier soir à Washington, aux États-Unis. On a un peu plus de détails, évidemment, ce matin sur cette histoire qui touche deux employés de l'ambassade israélienne, qui ont été victimes d'un tireur hier à Washington. Oui, les deux personnes, un couple dans la trentaine qui travaille à l'ambassade israélienne, qui ont été abattus à leur sortie du musée juif de Washington. Le suspect, un homme de 30 ans originaire de Chicago, a été arrêté. Il est entre les mains des autorités. Je vous donne les détails de cette histoire troublante peu plus tard à l'émission. Également plusieurs réactions qu'on va partager avec vous. Véronique Méran est à mes côtés. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Hier, j'ai vu le soleil, moi. Oui. Ouais, quelques éclaircies en après-midi. Je me trouvais pas mal chanceux. Bien, je pense qu'on est tous sortis à ce moment-là. Oui, c'est On ça. s'est dit, mon Dieu, est-ce que ça se pourrait qu'il fasse un simili-beau temps? J'ai parti ma piscine. Voilà, c'est fait. Bon, l'eau va rester bien claire jusqu'à ce que vous puissiez l'utiliser parce que les températures vont redescendre encore un peu. Donc, c'est vrai qu'on a eu quelques éclaircies. Il y en a encore ce matin. Là, on a de belles lueurs au lever du jour à cette heure-ci à Montréal. Donc, plutôt nuageux, oui. Quelques éclaircies ici et là, mais une probabilité d'averse un petit peu plus élevée. On parlera de 60 % cet après-midi. Pour ce qui est des températures, 12 à 14 degrés, un petit peu plus venteux secteur est aussi. Alors, on n'aura pas les 18 degrés d'hier après-midi. Là. Ça faisait un petit peu de bien, cette douceur-là. Ça reviendra, mais pas avant dimanche. D'ici là, la nuit prochaine, c'est entre 4 et 8 degrés que ça se situe pour ce qui est des minimums. Demain, vendredi, gris. Le matin, c'est un cas de petites averses dispersées. En après-midi, la pluie passagère s'installe. On a un système côtier qui remonte, donc 9, 11 degrés. C'est vraiment vendredi là, que les records de fraîcheur sont à surveiller. Vendredi, pour la région de Montréal, mais aussi Gatineau, Sherbrooke, Québec également, on pourrait établir de nouvelles marques. Samedi, ce sera frisquet aussi. Les averses vont traîner 11 à 13 degrés sans pluie. Et là, dimanche, on parlera d'amélioration. On n'y va pas avec une superbe journée ensoleillée. Ça commence tranquillement le matin, des éclaircies, ça devient variable, puis on maintient une petite probabilité d'averse en fin de journée de l'ordre d'un 30-40 %. Et là, lundi, là, on retrouve la vingtaine de degrés. OK. Et on la garde la semaine prochaine. On verra. Alors, on verra ça, certain, mais votre piscine va servir. Bon, N'ayez crainte. OK. D'ici là, du côté de l'Abitibi, c'est le même scénario. 14 sous les averses aujourd'hui, la quinzaine de degrés pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça reste assez nuageux. Le Bas-Saint-Laurent également, il y a des éclaircies ce matin, mais ça va se réennuager autour de 15. Dégagement vers la Gaspésie et la Côte-Nord, 11-12 degrés aujourd'hui. Pluvieux sur tout le territoire ontarien. Un cas de pluie intermittente, 9 à 13 degrés, venteux sur la portion sud. Dans l'ouest, amélioration, là, on parle de ciel variable dans l'ensemble pour Vancouver, 16 à 20 degrés. C'est variable aussi vers Edmonton et Calgary, 15, 16 degrés. Oups, le temps plus chaud arrive, 27, 30 degrés, fin de la semaine, début de semaine prochaine. Alors, ça commence à revenir tranquillement. Sud de la Saskatchewan, 17 sous un ciel variable et 20 degrés sur le sud du Manitoba aujourd'hui. Et là aussi, c'est du 25-26 là, en début de semaine prochaine. Donc, ça commence à se réinstaller. Les conditions avec des températures un petit peu plus élevées.
on aura nos valeurs de saison qui sont rendues de 21 à cette période-ci de l'année sur le sud du Québec, 9 la nuit. On atteint ça en début de semaine prochaine. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin est là au sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, ça a été difficile pour les Oilers en troisième période dans ce premier match contre les Stars de Dallas. Il y a 60 minutes dans un match. Il faut les jouer les 60. Et ça, c'est un adage qu'on entend souvent dans le milieu du hockey, mais hier, ça n'a jamais été aussi vrai. Parce que les Oilers d'Edmonton avaient le plein contrôle de ce match après 2 périodes, après 40 minutes de jeu. Ils avaient les devants 3-1. Ils ont écopé d'une pénalité en fin de deuxième période et donc ça s'est transporté en début de troisième. Et ce sont ces avantages numériques qui auront aidé les Stars à revenir dans ce match et surtout à remporter le match 6-3. Ils ont marqué 5 buts en troisième période, dont 3 en avantage numérique. De l'indiscipline pour des bâtons élevés, des pénalités évitables et qui a donné tout le momentum dont avaient besoin les Stars alors qu'ils étaient dans les câbles après 2 périodes. Ils se sont donné un peu d'air et ils ont retrouvé leurs jambes pour remporter ce match 6-3. D'ailleurs, Tyler Seguin, qui a amassé 2 buts et une passe dans le match, a dit après la rencontre que les Stars ne méritaient pas la rencontre, mais que l'acharnement de l'équipe et surtout cette victoire obtenue à l'arraché en troisième période avait de quoi les motiver et ça pourrait servir de motivation dans cette série face aux Oilers d'Edmonton. Donc, une victoire aussi à la maison. Le public aussi a été très présent. Pour ceux qui ont regardé le match, on les voyait debout à plusieurs reprises en troisième période, fédérés derrière leur équipe et ça a certainement joué un rôle. Et Chris Knobloch, l'entraîneur-chef des Oilers d'Edmonton, lui, s'est un peu désolé du travail de son équipe en désavantage numérique et a dit que peut-être qu'un but aurait pu faire la différence. On avait réussi à en bloquer un peut-être de ces buts en avantage numérique. Peut-être que le résultat aurait été complètement différent. Donc voilà, les Stars qui remportent cette première victoire de ce premier match de cette finale de l'Ouest. Et puis, on les surveillera pour le prochain tour. Une équipe très rapide. Puis hier, ils l'ont imposé leur vitesse en troisième période. Et donc, ce soir, match numéro 2 entre les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline. Est-ce que les Hurricanes pourront se reprendre après cette dégelée contre la Floride lors du match numéro 1? Toujours au hockey, mais donc pour ce qui est du club école des Canadiens, le Rocket de Laval qui a repris le contrôle dans cette série face aux Americans de Rochester. Parce que les séries ne sont pas terminées à Montréal, quoique à Laval, au bout de la ligne orange du métro, le club école du Canadien qui est effectivement engagé dans cette finale de la Division Nord contre les Americans de Rochester. Les deux équipes étaient à égalité après les 2 premiers matchs qui ont été disputés à Rochester. Laval avait remporté le premier, les Americans le deuxième. Et là, hier, c'était retour à la maison à la Place Belle et ça a été une victoire aussi obtenue en troisième période pour le Rocket de Laval, une victoire de 4-1 avec 3 buts marqués lors de ce dernier 20. Il y a Florian Jacquet, Laurent Dauphin et Joshua Roy qui ont trouvé le fond du filet lors de cette période pour offrir justement cette victoire. Et il y a Pascal Vincent, l'entraîneur-chef de l'équipe, qui aime beaucoup l'identité d'ailleurs de sa formation en séries éliminatoires. On l'écoute. L'ensemble des 20 joueurs, ça fait une personnalité d'équipe. Puis notre personnalité d'équipe, c'est une équipe qui est agressive. Avec la rondelle, sans la rondelle, en échec avant, bloquer des tirs. On a une personnalité agressive. Donc, il y a des moments où on doit faire mal à l'adversaire, puis on le fait. Et donc, ils tenteront de faire mal à nouveau à leur adversaire vendredi. Ils pourraient éliminer d'ailleurs les Americans. C'est une série 3-5, je le rappelle. Et en quelques secondes, un Ontarien nommé joueur par excellence pour la NBA pour la saison 2025. C'est le meneur du Thunder d'Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, qui a reçu cet honneur après avoir été voté deuxième, est arrivé deuxième la saison dernière pour ce titre de joueur par excellence derrière Nikola Jokic. Il était d'ailleurs toujours en course contre Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo des Bucks de Milwaukee. Et c'est Shai Gilgeous-Alexander qui a remporté ce prix parce qu'entre autres, il a été meneur au chapitre des points par match cette saison. Et c'est un honneur qui est assez rare pour les Canadiens. C'est seulement la 3e fois qu'un Canadien remporte ce titre. Les 2 premières fois, c'était Steve Nash en 2005 et 2006. Donc, 2e joueur canadien à obtenir cet honneur. Et c'était bien mérité parce qu'il est effectivement le fer de lance du Thunder d'Oklahoma City qui a d'ailleurs pris le contrôle de cette série dans l'Ouest, finale de l'Ouest. Le Thunder qui allait devant 1-0 face aux Timberwolves du Minnesota. Merci Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir.
2 employés de l'ambassade israélienne aux États-Unis ont été tués à l'extérieur du musée juif de Washington. Ça s'est passé hier soir vers 21h. Le suspect, c'est un homme de 30 ans qui est actuellement d'ailleurs détenu par les autorités. Le ministre israélien des Affaires étrangères vient tout juste de déclarer que cette tuerie est le résultat direct d'une forme d'antisémite toxique contre Israël et la communauté juive. Vincent Maisonneuve est avec nous. Il y a peut-être des gens donc, qui n'ont pas entendu parler encore à cette heure-ci de cette histoire-là. Rappelez-nous là, ce que l'on sait pour l'instant. Donc, les 2 personnes abattues par le suspect sont un couple dans la trentaine qui travaillait à l'ambassade d'Israël à Washington. Sarah Milgram et Yaron Lischinski participaient à une soirée organisée par de jeunes professionnels juifs pour discuter notamment d'aide internationale, d'aide humanitaire à Gaza. Ils quittaient le musée juif de Washington quand le suspect, un homme de 30 ans identifié comme étant Elias Rodriguez de Chicago, s'est approché d'eux. Il a sorti une arme et il a ouvert le feu. La chef de police de Washington affirme que le décès des 2 victimes a été constaté sur place à l'arrivée des secouristes. Prior to the shooting, the suspect was observed pacing back and forth outside of the museum. He approached a group of 4 people. La chef de police de Washington, Pamela Smith, dit que le suspect a été d'abord aperçu en train de faire les 100 pas devant le musée. Il s'est approché d'un groupe de 4 personnes et c'est à ce moment-là qu'il a ouvert le feu, faisant 2 victimes, là, les 2 travailleurs de l'ambassade. Et effectivement, si les policiers ont pu l'appréhender, c'est qu'il est resté sur place et même allé se réfugier à l'intérieur du musée. C'est ce que rapportent au moins 3 témoins de la scène. Dans le chaos qui a suivi les coups de feu, le suspect est entré à l'intérieur du musée. Cathy Kalischer et Yoni Kalin étaient à l'intérieur du musée. À ce moment-là, on les écoute. We thought that he just needed help. He thought he was experiencing violence or something outside. And he just needed safe shelter, so he comes in and... So people were calming him down, bringing him water. Donc le suspect est entré dans le musée. Les gens à l'intérieur pensaient qu'il cherchait à se mettre à l'abri là, devant tout ce chaos. Il avait l'air un peu dérouté. Donc les gens à l'intérieur ont cherché d'abord à le rassurer. On lui a offert un verre d'eau. Et puis les policiers sont arrivés. Once the police originally showed up, he's like, I did this, I'm unarmed. He pulls out. Quand les policiers sont arrivés, le suspect a révélé qu'il était l'auteur du double meurtre et qu'il n'avait plus son arme. Il a immédiatement été arrêté et c'est à ce moment-là qu'il a crié « Libérez la Palestine », le tout capté par le téléphone cellulaire de Cathy Kalischer. C'est une attaque qui a été dénoncée par le président américain. Oui, Donald Trump parle d'un geste horrible motivé par l'antisémitisme. Le premier ministre israélien dit que la sécurité sera renforcée autour des ambassades israéliennes. Et puis au cours des dernières heures, des ministres du gouvernement israélien, un ministre ou des ministres en tout cas, ont blâmé, du moins en partie, des leaders occidentaux, dont le premier ministre du Canada, Mark Carney. Le ministre israélien de la diaspora et de la lutte à l'antisémitisme a écrit sur X que le président français, le premier ministre britannique et le premier ministre canadien Mark Carney ont alimenté cette terreur antisémite et que leur lâcheté a un prix, le prix du sang juif, rien de moins. Plus tôt cette semaine, il faut rappeler que le Canada, la France et le Royaume-Uni ont fait une déclaration commune dénonçant la violence de la dernière offensive israélienne contre Gaza et les 3 pays ont aussi dénoncé le traitement réservé aux Palestiniens, notamment parce qu'Israël bloquait depuis le 2 mars l'aide humanitaire destinée aux civils de la bande de Gaza. Merci Vincent. Je vous en prie. Marie-Jeanne Dubreuil est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Mathieu. Parlons d'abord de ce qui s'est passé hier dans le bureau ovale à Washington, donc à la Maison-Blanche, qui a été le théâtre d'une autre embuscade de la part du président Donald Trump. Oui, une embuscade diplomatique, là, disons-le comme ça, Mathieu. On parle d'une autre discussion entre le président Trump et un chef d'État qui n'est pas sans rappeler l'affrontement houleux qu'il y avait eu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky plus tôt cette année. Cette fois-ci, c'était avec le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, et plusieurs médias reprennent la nouvelle ce matin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a débuté dans la bonne humeur. C'est un point de presse classique là, sur ces 2 fauteuils, là, comme on le voit dans plusieurs points de presse depuis le début du mandat de Donald Trump. Et là, le Globe and Mail nous rappelle que Trump s'est mis à répéter de fausses allégations de génocide blanc en Afrique du Sud et a ordonné notamment de baisser les lumières là, pour diffuser des vidéos qui corroboraient ces allégations. Selon lui, ce qu'on comprend, c'est que ces vidéos-là étaient peut-être pas aussi
confirmante, là, elle ne confirmait pas autant les propos qu'on pourrait le comprendre. Il y a des nuances dans ces vidéos qui ont été montrées devant le président de l'Afrique du Sud, qui est resté de glace, très calme dans toute cette histoire. Et selon CNN, toute l'opération avait été savamment orchestrée par l'équipe de Trump, qui avait imprimé des articles, qu'il brandissait devant les caméras et qui, selon lui, soutenait ses affirmations. M. Ramaphosa qui a refusé de mordre à l'hameçon, qui est resté calme, selon The Guardian. The Wall Street Journal qui rapporte que Trump, quand même, a suspendu l'aide à l'Afrique du Sud, a accusé de violer les droits de minorités blanches et a invité les Afrikaners à immigrer aux États-Unis avec une procédure de citoyenneté accélérée. Il y a un premier groupe qui est arrivé ce mois-ci. Donc, ça s'inscrit un peu dans cette foulée de Trump qui veut défendre les Afrikaners. Un autre événement qui est survenu à l'international qui retient l'attention des médias et qui est un peu lié à ce que Vincent vient de vous parler, ce sont ces tirs de l'armée israélienne qui ont perturbé une visite officielle de diplomates en Cisjordanie. Il y a 4 diplomates canadiens qui faisaient partie de la délégation. Le premier ministre Mark Carney a qualifié d'inacceptable ce qui s'est passé et ce sont des agissements qui risquent de nourrir l'impatience internationale envers Israël, selon un expert qu'on peut lire dans la presse. Et d'ailleurs, dans Le Devoir ce matin, on peut lire une analyse sur quelles pourraient être les prochaines sanctions de la part de pays envers l'État hébreu. 2 menaces de grève défraient les manchettes ce matin. La menace chez Poste Canada et également dans l'industrie de la construction résidentielle. Oui, les postes, évidemment, parce que ça pourrait survenir dès demain, et ce, malgré une offre patronale qui est tombée là, hier. Le syndicat qui déplore que cette nouvelle offre, qui propose notamment une augmentation de salaire de 13 % survienne tellement à la dernière minute. Le National Post revient sur les recommandations du rapport de la commission d'enquête sur les relations de travail qui avait été lancé dans le cadre de ce conflit de travail et propose des exemples, comment d'autres services postaux à travers le monde se sont modernisés, comme le Danemark, le Royaume-Uni, pour ne nommer que ceux-là. Mais il y a un autre conflit de travail qui se pointe à l'horizon. Vous l'avez nommé, Mathieu, c'est celui du milieu de la construction résidentielle. Le Devoir qui nous rappelle que les 5 organisations membres de l'Alliance syndicale, qui représente 200 000 travailleurs de la construction, se sont dotés d'un mandat de grève général illimité et ça pourrait peser lourd selon la presse plus. Des milliers d'entreprises seraient forcées de ralentir la cadence. Des acheteurs de nouvelles propriétés pourraient devoir s'armer de patience. C'est un secteur qui a été mis à mal pendant la pandémie, avec la pénurie de main-d'œuvre également et plus récemment avec la guerre tarifaire avec les États-Unis. Mais ce que la PCHQ reproche à l'Alliance syndicale, c'est qu'elle ait des demandes déraisonnables et que les ménages n'ont pas les moyens de payer les augmentations de salaire qu'elle demande. Donc ça, ce sera à suivre, évidemment, à voir est-ce que cette grève générale illimitée-là pourrait arriver. Et autre chose qui retient l'attention dans les médias, évidemment, c'est ce glissement de terrain spectaculaire du côté de Sainte-Monique, dans le centre du Québec. Le Journal de Montréal qui nous parle d'un résident qui a survécu en quittant sa résidence miraculeusement. Et la Presse Plus qui nous rappelle de son côté que les risques de glissement de terrain sont accrus avec les changements climatiques. Donc, on pourrait voir d'autres scènes comme ça se répéter au Québec comme ailleurs au pays. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Bonne journée. Une dizaine de jours, le président américain Donald Trump insultait à nouveau l'Union européenne, les disant même plus méchant que la Chine. Ce sont ses mots. Depuis son retour à la Maison-Blanche, on peut dire que le président américain est hostile, éprouve ou donne et décrit du mépris. Exprime du mépris à l'égard de l'Union européenne qui, selon lui, a été créée pour faire du mal aux États-Unis. En Europe, son attitude a des effets que bien des politiciens appelaient leurs vœux pieux depuis des années sans y arriver. Alexandra Chatzka est avec nous. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Mathieu. Alors, l'Union européenne vient d'adopter presque sans discussion un nouveau paquet de sanctions contre la Russie en défiant Washington. Donc, peut-être que l'attitude du président américain à l'égard des pays de l'Union européenne, ça fait qu'il y a certaines choses qui s'accélèrent. Certains y rêvaient, bien là, ça se concrétise. Exactement. Donc là, je vais vous donner quelques exemples, comme l'exemple dont vous venez de parler, le 17e paquet de sanctions à l'égard de la Russie qui vise surtout la flotte fantôme. La flotte fantôme, ce sont environ 200 vieux pétroliers battant différents pavillons que la Russie utilise pour transporter son pétrole, contournant les sanctions qui sont déjà en place. Et ce n'est qu'un début, il y a d'autres sanctions qui sont en préparation par l'Union européenne qui vont abaisser par exemple le prix du pétrole pour encore frapper plus l'économie russe, qui vise aussi le secteur financier russe, etc. Alors face à un Vladimir Poutine qui n'a visiblement pas l'intention de négocier ni un cessez-le-feu ni un accord de paix, l'Europe serre la vis, contrairement à Donald Trump qui, après
sa conversation de 2 heures avec Poutine, comme vous le savez, a dit ne pas vouloir ou ne pas voir la nécessité de nouvelles sanctions. Alors ça, c'est un exemple. Un autre aussi, les pays de l'Union européenne parlent de plus en plus d'une seule voix dans le dossier où ils étaient extrêmement divisés, le dossier du Moyen-Orient et plus précisément de la situation insoutenable à Gaza. Alors, depuis 30 ans, l'Union européenne est liée avec Israël par un accord d'association politique et commerciale. Déjà l'an dernier, certains membres de l'Union européenne, comme l'Espagne, l'Irlande, demandaient de suspendre cet accord face à ce qui se passait à Gaza, mais Israël pouvait compter sur des appuis indéfectibles des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. Donc l'Union européenne est extrêmement divisée. Cette semaine, les pays de l'Union européenne se sont entendus sur l'examen de cet accord qui a été ordonné en vue de sa suspension éventuelle face aux violations de ces principes dont on fait, sont de plus en plus documentés à Gaza. Alors, on est loin de la position de Washington qui, évidemment, soutient indéfectiblement le gouvernement Netanyahou. Oh, il y a aussi des effets dans tout le dossier de la défense européenne. Oui, c'est surtout là que les effets sont les plus visibles de la position de Donald Trump depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche et les plus rapides aussi. Plus Trump dit qu'il va retirer ses troupes de l'Europe, on parle de 100 000 hommes quand même. C'est une menace un peu gratuite, disons-le en passant, parce que c'est impossible qu'il retire toutes ses troupes de l'Europe. Mais c'est quand même quelque chose qui brandit depuis plusieurs mois. Alors, plus il menace, plus l'Europe de la défense, qu'on appelle l'Europe de la défense, prend forme. Emmanuel Macron en parlait déjà il y a quelques années, mais c'est en train de se réaliser en quelques mois. Le plan Rearm Europe, on en a parlé un peu il y a quelques semaines, devenu Readiness ou Préparation 2030, qui a été voté il y a quelques semaines justement avec un budget de 800 milliards d'euros pour l'aide militaire à l'Ukraine, mais aussi le réarmement du continent. Achat d'équipements militaires, etc. Et alors, juste pour donner un exemple, jusqu'à là, l'Europe achetait à 80% ses équipements militaires aux États-Unis. Dorénavant, on vise la moitié des achats se ferait en Europe. Donc, l'Europe va se mettre à produire beaucoup plus qu'avant. La France promet aussi d'élargir son parapluie nucléaire sur tout le continent et la Grande-Bretagne se rapproche de l'Union européenne en souscrivant sous pratiquement toutes ces nouvelles initiatives dont on vient de parler. Oui, puis en terminant, Alexandra, c'est les tentatives de Washington de favoriser les partis populistes là, ou anti-européens dans différentes élections. On se rappelle que J.D. Vance est intervenu en ce sens-là en Allemagne. Ça aussi, ça a échoué. Ça échoue complètement, même si ça a l'effet contraire en Allemagne. L'alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite, a été renforcé aux élections, mais n'est pas entré dans la coalition qui gouverne, avec son nouveau chancelier Friedrich Merz, qui est très pro-européen, très anti-américain, on peut même dire, qui est aux commandes. En Roumanie, on vient de voir finalement la victoire du candidat pro-européen, l'ancien maire de Bucarest, a gagné finalement le deuxième tour de l'élection. La Pologne, on va voir le 1er juin, le second tour des élections, c'est aussi le candidat pro-européen qui est en tête. Clairement, les pays qui tentent de miner l'Union européenne de l'intérieur, comme la Hongrie, la Slovaquie, sont maintenant marginalisés. Alors, je vais juste vous citer Time Magazine qui écrivait il y a quelques jours « Le réveil de l'Europe est né dans le bureau ovale et Poutine a joué le rôle de sage-femme. » C'est bien dit, le Time Magazine, donc, avait ce titre. Alexandra Chatzka, merci d'avoir été là. Au revoir. À la semaine prochaine. Voilà pour cette édition. Dans la une, vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Moi, je vous retrouve dans les radiojournaux du matin. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.